Alors, une grande question m'est posée aujourd'hui. Faut-il séparer l'homme de l'artiste? Une grande question, oui, puisque je me trouve ici dans une demeure d'une artiste, de Georges Sand en l'occurrence. Et c'est une question qui est très médiatisée, très étudiée philosophiquement, notamment lorsque l'on peut regarder des films de Roman Polanski. Je pense aussi à la lecture de Céline. Je pense à l'écoute de musique de Bertrand Cantat. Répondre semble très difficile. Mais moi, je suis convaincu que séparer l'homme de l'artiste, eh bien, c'est une obligation, c'est un devoir, c'est une nécessité. Oui. Répondre oui signifie qu'on est attentif à l'œuvre. Répondre non, non, il ne faut pas séparer l'homme de l'artiste. Très bien. Ça signifie qu'on est attentif à l'art de l'artiste, mais aussi à l'art, mais aussi à l'homme qu'il est. Et une autre question peut se poser, qu'est-ce qu'un artiste? Un artiste, c'est un individu qui cultive un art et dont on remarque la créativité. Un peu, tout d'abord, moi, ce qui m'énerve, il y a des choses qui m'énervent. C'est quand j'entends, par exemple, dire non, moi je refuse d'écouter cet artiste du XXe siècle parce qu'il a eu tel comportement avec des filles et tout ça. Mais je crois qu'il faut faire attention au contexte. Oui, il y a un contexte. Car quelquefois, il peut y avoir des anachronismes. Je pense par exemple à Paul Gauguin. Paul Gauguin, lui, eh bien, il avait des relations avec des filles, avec des jeunes filles tahitiennes, lorsqu'il se rendait par exemple sur l'île de Tahiti. Et il avait aussi des pensées colonisatrices. Il pouvait être profondément raciste, il pouvait traiter les filles eh bien, de barbares, de sauvages, les termes communs aux colonisateurs. Et il a par exemple été sanctionné en 2020 à la National Gallery de Londres. Et on se demandait si on allait vraiment exposer ses œuvres. Tout va bien, ses œuvres ont été exposées, heureusement. Car la majorité sexuelle, en 1832, c'est la première année où on a mis la majorité sexuelle, elle était de 11 ans. Aujourd'hui, elle est à 15 ans. Mais on voit que la société, elle évolue constamment. Et moi, ce que je crois, c'est qu'apprendre à contextualiser, c'est comprendre. Et pardonner, par exemple, à l'artiste Paul Gauguin, artiste phare du post-impressionnisme, et le messie de l'art moderne. Voilà pourquoi je crois qu'il faut contextualiser. Et puis, il faut savoir une autre chose ensuite, c'est que les artistes, ce sont tous des fous. Et je ne dis pas ça par cliché, non. Il y a des études qui ont été faites, notamment par des psychiatres. Savez-vous que les mutations génétiques entraînant des troubles mentaux concernent les mêmes que celles pour les gènes de la créativité? Ce sont les mêmes gènes. Donc on voit bien qu'il y a un lien entre le trouble mental et la créativité. Et moi je pense par exemple à des artistes fous. Je pense à Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh, lui, il avait des... Comment dirais-je, il était alcoolique. Il ne supportait pas... Il était, je dirais, très bipolaire. Il avait des troubles de la personnalité, il n'avait pas confiance en lui. C'était un fou. Et il s'est coupé l'oreille. Et si on se mettait à pas séparer l'homme de l'artiste, moi je peux vous dire qu'il n'y aura plus d'artistes. Parce que les artistes, ce sont tous des malades mentaux, moi je vous dis. Ensuite, sans les artistes, on ne peut voir l'ombre de la société, car ce sont eux qui dénoncent. Et ce sont eux qui sont les plus convaincants. Pourquoi? Parce qu'ils touchent à notre sensibilité. Et sans les artistes, on ne peut rêver. Moi, je suis convaincu que ce sont les artistes qui ont inventé le rêve. Voilà pourquoi je crois aussi qu'il ne faut pas séparer l'homme de l'artiste, parce que l'un et l'autre sont incomparables. J'aimerais raconter une anecdote qui est arrivée en Suède. Un acteur, un comédien, Jan Johnson, qui a eu le courage d'apprendre le théâtre à des détenus d'une prison de haute sécurité. Et il a été très convaincu par le projet parce qu'il a cru en eux. Et pourtant, c'était des personnes qui, ça faisait depuis 10 ans qu'elles étaient ici. Depuis 10 ans. Vous imaginez les énergies humaines? Alors, moi, je crois qu'il faut croire à chaque individu et ne pas se soucier de son passé. Et il voulait monter la pièce en attendant Godot, au passage de Sacha Guitry. Et je crois que si aujourd'hui on boycotte certains artistes, c'est parce qu'on se trompe de combat. Si on boycotte Gérard Depardieu, c'est tout simplement parce qu'on lui met une étiquette. Moi, qu'est-ce que je vois quand je vois Gérard Depardieu? Je suis comme vous, moi. Moi, j'aime pas le viol. Ben, moi, je vois un violeur. Quand je vois, par exemple, aussi Bertrand Cantat, je vois un horrible criminel, et c'est normal. Et il faut faire la différence. Quand on va voir un artiste de province, on ne connaît pas sa vie.
Ces tableaux peuvent être remarquables, mais on ne connaît pas sa vie. Quand on voit Gérard Depardieu, on voit que c'est un homme qui, eh bien, on s'imagine les actes abominables qu'il a pu commettre. Et je crois qu'elle est là la différence, c'est qu'on se trompe de combat. Et j'aimerais citer un auteur, Marcel Proust, qui a dit, dans une critique littéraire, « L'homme qui fait des vers et qui cause dans un salon n'est pas la même personne. » Marcel Proust, qui, je le dis, aimait piocher la lui-même. Et puis, cessons d'être hypocrites. Je le dis. Pourquoi? Parce que, imaginons Timothée Chalamet, ou encore Pierre Ninet, accusés dans 20 ans. Mais je suis certain que ceux qui disent oui, non, moi je ne sépare pas l'homme de l'artiste, ils diront oh, mais moi de toute façon je ne l'ai jamais aimé, hein, Pierre Ninet, Timothée Chalamet, non, aucun talent, aucun talent. Donc, moi ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il faut arrêter cette chasse aux sorcières, il faut sortir nos stylos, il faut arrêter la cancel culture. Oui, je sors mes stylos, je sors mes pinceaux. Voilà pourquoi je crois qu'il faut séparer l'homme de l'artiste, car les deux sont incomparables. Merci à vous. Alors que les mouvements sociaux, #MeToo et Balance ton port, ont libéré des milliers de témoignages, et que les artistes tombent régulièrement de leur piédestal, sous le coup d'accusations d'agressions sexuelles notamment, que faire de cette question? Faut-il séparer l'homme de l'artiste? Répondre oui, c'est par exemple légitimer le César du meilleur réalisateur à Roman Polanski, accusé de pédophilie. Répondre oui, ce serait ne percevoir l'art que d'un point de vue exclusivement esthétique. Or, chers jury, je vais vous démontrer qu'on ne peut en aucun cas séparer l'homme, la morale, l'éthique de l'artiste, c'est-à-dire de l'art, de l'œuvre, de l'esthétique. Tout d'abord, l'homme influence l'artiste, car l'homme égale l'artiste. Quand vous allez voir une exposition, la vie de l'artiste est systématiquement racontée. Pourquoi il a créé telle œuvre à telle période, après avoir fréquenté un tel ou rencontré un tel. La vie privée des artistes est bien présente et clairement liée à ce qu'ils vivent et à ce qu'ils créent. Prenons par exemple, puisque nous sommes à Nohant, notre cher Georges Sand. Vous avez tous probablement ici, cher jury, visité sa maison à Nohant. Vous la connaissez peut-être même mieux que ses œuvres. Nous connaissons tous son combat, visible à travers ses œuvres, mais visible surtout dans sa vie privée. Elle qui a divorcé à une époque où ce n'était pas dans les habitudes et qui se faisait appeler par un prénom d'homme pour lui permettre de percer dans le milieu parisien littéraire machiste du 19e. Lorsqu'on visite sa maison, tout nous permet de mieux comprendre sa vie privée, avec la table à manger, dressée à l'identique pour montrer l'ambiance lorsqu'elle recevait ses amis, Chopin, Flaubert, Delacroix. Pourquoi visiter sa chambre, son théâtre, son parc, si l'on sépare cette femme de l'écrivaine moderne et engagée qu'elle était? Par ailleurs, lorsqu'on croise un artiste dans la rue, on se jette sur lui pour avoir un autographe. Pourtant, il n'est pas en train d'exercer son art. Il n'est ni en train de jouer la comédie, ni en train de chanter, ni de peindre, ni même de sculpter. Sur le moment, c'est bien l'homme à qui l'on s'adresse. C'est d'ailleurs souvent son aura d'artiste, le fait d'être connu, médiatisé, idolâtré, qui donne à l'homme sa position dominante, qui va parfois le conduire à des abus, d'influence, d'idéologie, de soumission ou encore d'agression sexuelle. C'est bien parce qu'il est artiste, sous les feux de la rampe, que l'homme prend la confiance, existe, la grosse tête, appelez ça comme vous voulez, et finit par abuser. Les exemples sont nombreux, Slimane, Puff Daddy, Polanski, Depardieu. Prenons également l'exemple de Gauguin et de sa période où il vivait en Polynésie, dans les années 1890. Il a alors tiré profit de sa position d'occidental colonialiste pour profiter de toutes les libertés sexuelles dont il disposait, notamment avec les très jeunes femmes qu'il peignait dénudées. Heureusement, cette aura d'artiste n'a pas toujours que des effets négatifs.
De nombreux artistes s'engagent pour de grandes causes. Leur sensibilité, leur vécu, leurs convictions d'hommes ou de femmes les poussent à défendre telle ou telle cause. Brigitte Bardot défend la cause animale, Elton John a créé la Fondation pour la lutte contre le sida, Mika défend le harcèlement scolaire et l'homophobie. L'homme est l'artiste qui nourrit l'homme, qui nourrit l'artiste, et ainsi de suite. Il n'y a aucune raison de séparer l'homme de l'artiste. Quant à ces mannequins devenus célèbres, comme Carla Bruni, Claudia Schiffer ou encore Adriana Carambeu, la femme et l'artiste qu'elles sont devenues ne sont-elles pas totalement liées? Oh que si, car dans leur cas, c'est carrément leur physique, leur enveloppe corporelle qui leur a permis de devenir artiste, actrice ou chanteuse. Enfin, du point de vue juridique, l'homme égale l'artiste. La preuve en ce qui concerne les droits d'auteur, c'est bien à l'homme et à sa famille que reviennent les droits. L'artiste et l'homme ne font plus qu'un, y compris en termes d'héritage. Chaque artiste est avant tout un homme. Il ne bénéficie pas de passe-droit particulier aux yeux de la justice et doit répondre de ses actes au même titre que n'importe qui. On est bien d'ailleurs, comme l'a dénoncé l'humoriste Blanche Gardin, dans une indulgence qui ne s'applique qu'aux artistes. Elle affirme sur scène: on ne dit jamais d'un boulanger, oui d'accord, il viole un peu des gosses dans le fournil, mais bon, il fait une baguette extraordinaire. Pour conclure, cher jury, ne retenez qu'une seule chose. L'homme et l'artiste ne peuvent pas être séparés. Lorsque vous portez un vêtement et que vous apprenez qu'il a été fait par un enfant ou par un peuple comme les Ouïghours qui subissent le travail forcé, vous n'avez plus envie de le porter, quand bien même c'était la petite robe incroyable qui allait vous sublimer tout l'été. On ne peut pas dissocier la chaîne de création, le créateur, le réalisateur, le distributeur et l'article ou l'œuvre réalisée. C'est bien une question d'éthique et non d'esthétique. On ne peut pas contribuer au succès d'un artiste s'il a commis des fautes impardonnables. Il faut révéler toutes les zones d'ombre de l'artiste, même si elles font du tort à l'œuvre. Tant pis. Pensez-vous que la femme qui a perdu son bébé dans l'accident causé par Pierre Palmade a encore envie de rigoler à ses sketchs? Merci à tous pour votre attention.